Je reviens sur un petit point à propos du pardon et de l'imprescriptible. Parce que Yankelevitch parlait d'imprescriptible, il ne parlait pas d'impardonnable. Oui. Et Ricoeur disait justement que l'imprescriptible relève du juridique. Peut-être pourriez-vous revenir là-dessus, développer un peu, préciser, parce que voilà. Et en fait, il y a aussi un dialogue entre Ricoeur et Derrida. Et Derrida parle de pardon impossible. Et explicitement, Ricoeur répond à Derrida. En fait, je sais que à la fin de sa vie, Ricoeur et Derrida s'appelaient une fois par semaine, un soir, longtemps. Et Derrida avait été son assistant. Et donc, ils se connaissaient très bien. Et donc, l'idée, c'est que à Derrida qui parle de pardon impossible, parce qu'il a un certain talent pour formuler des paradoxes, des apories, Ricoeur répond le pardon difficile. On n'entend rien, donc peut-être le pardon difficile. Apparemment, vous parlez très fort, très près du micro. D'accord. Oui, alors l'expérience de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Yankelevitch a vu quand même aussi sa propre communauté juive décimée complètement. Donc comment est-ce qu'on peut passer au-delà? Mais si j'ai insisté aussi aujourd'hui sur l'utopie que représente le pardon, c'est parce que je pense que dans certaines situations contemporaines, c'est la seule politique possible. Si les gens n'avaient pas réussi à se pardonner en Afrique du Sud, vous savez, au temps de l'apartheid, où les gens étaient polarisés les uns contre les autres, ils n'auraient pas réussi à sortir du traumatisme mutuel et à passer à un autre état pour former ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel. Donc, pour les politistes aujourd'hui, une politique du pardon, c'est souvent une contradiction dans les termes. Il n'y a pas de pardon possible en politique. Ricoeur nous apprend à réouvrir cette question et faire en sorte que ce qui peut être de l'ordre de l'utopie, le pardon, trouver des chemins pour une effectivité dans l'ordinaire, c'est le seul chemin. C'est cette politique-là qui a été mise en œuvre aussi au Rwanda, je donne un autre exemple, entre Tutsi et Hutu, même si c'est plus complexe que simplement un conflit interethnique, et les commissions vérité, réconciliation, il y en a bien au moins une vingtaine dans le monde, sont basées là-dessus. En Colombie, même si la situation est en train de se tendre à nouveau dans d'autres pays, et même dans la façon d'humaniser, je lisais dans le train, parce qu'on peut lire aussi un peu dans le train, le témoignage d'une juriste qui a assisté au procès des dignitaires Khmer rouges au Cambodge. La seule façon, et c'était la stratégie employée par l'avocat de Douch, qui était un des hauts dignitaires des Khmer rouges, la seule façon de lui faire prendre conscience de ses actes, alors que c'était devenu une machine à tuer, comme Eichmann et d'autres, c'était d'arriver à essayer de lui faire demander pardon. C'était très difficile, mais c'est maintenant des dispositifs juridiques beaucoup plus mis en œuvre. Je travaille aussi avec des magistrats, pour que la personne elle-même sorte des ornières dans lesquelles, dans certains cas, elle s'enferme. Ce qui va évidemment pas être sans influence sur le jugement qui pourra être rendu. Et dans le cas de Douch, si je continue un peu ce chemin-là, Douch lui-même s'est récusé par la suite. Donc vous voyez, il ne faut pas que le pardon, ce soit un pardon factice, une demande de pardon qui soit simplement de l'ordre de l'argumentatif. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus sur ce qui peut nous donner un horizon. Le pape Benoît XVI a dit aussi, et je vais faire assez facilement la comparaison, la justice divine peut donner un horizon à la justice humaine.
hein, c'est-à-dire nos catégories de justice que nous employons, hein, dans le discours religieux ne peuvent pas s'appliquer stricto sensu, hein, dans la cité des hommes. Mais ils sont un horizon, hein, qui peut permettre de penser autrement la justice. Hein. Et sur cette question-là, hein, si je l'aborde, hein, à partir de votre question sur le pardon, hein, c'est parce que nous avons vraiment en France un problème crucial, besoin de réformer la justice, hein, de trouver des alternatives à l'emprisonnement, de trouver une façon à nouveau d'essayer de prendre en charge l'humanisation des prisons, de façon de penser, hein, des alternatives et des substitutifs, etc. C'est une question hyper difficile et délicate. Parce que, évidemment, quand on a subi un préjudice, on veut une réparation, et c'est légitime. Hein. Bonjour. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais quand on parle du problème du pardon, on est après l'histoire. Elle a déjà été écrite. On peut pardonner après l'histoire. Après, c'est des histoires d'individus. Je veux dire, c'est des... Vous parliez de Mandela, c'est de Desmond Tutu, c'est des gens exceptionnels qui ont permis que des choses comme ça soient faites. Vous avez parlé d'un certain nombre de choses comme ça. Regardez dans les procès qui se passent aujourd'hui, quand des accusés pour des crimes qui s'adressent à une personne demandent pardon, et des gens qui sont victimes de ce qui a été fait ne peuvent pas pardonner. Mais alors ça, c'est une première chose. Mais ce qui m'importe surtout, c'est le pardon, c'est après. Est-ce qu'on ne peut pas essayer, alors, par des actes, par de la philosophie, par des réflexions, par des positivités, etc., de quelque nature qu'elles soient, de ne pas avoir à aller vers le pardon, mais de faire en sorte qu'on change d'aujourd'hui pour qu'on n'aille pas vers le pardon, pour que des atrocités ne se passent pas. Et ce monde dans lequel on vit, ici en France, mais regardez le journal, hein, partout dans le monde, c'est souvent quelque chose de terrible. Bien, ici en France, on est encore provisoirement protégé. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on est encore provisoirement protégé. Tout du moins en Europe. Mais est-ce qu'on ne peut pas, déjà, dès maintenant, commencer à ne pas avoir à demander pardon un jour, donc à changer ce qui est aujourd'hui? Voilà. Pierre-Olivier, quel est ton sentiment? Oui, et on renoue avec la problématique qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la problématique du mal. Comment éviter? Et donc, par rapport au pardon aussi, qui est impliqué bien sûr, il y a une préoccupation majeure, et qui revient d'ailleurs dans Vivant jusqu'à la mort, donc l'ouvrage posthume de Ricoeur, c'est que par rapport à la question du mal, sa préoccupation, c'est de sortir d'une pensée de la rétribution. Que ce soit le mal subi et qu'on va vivre en culpabilité, etc., pour une faute plus ou moins imaginaire, ou que ce soit l'inverse, c'est-à-dire la vengeance, qui n'a pas de fin non plus. Donc l'idée, et c'est donc à partir notamment d'une lecture de Job qu'on arrive à ça, c'est comment couper cette espèce de logique de rétribution pour ouvrir une nouvelle page, et non pas effacer ce qui précède, mais le dépasser. Et donc ça, c'est par rapport à la question du mal. Évidemment, c'est un programme sans fin. Par contre, autant l'avoir en tête pour s'en occuper tout de suite. Bon. Ensuite, il y a tout ce qui est pratique, que ce soit dans l'ordre politique, on y reviendra en détail cet après-midi, ou que ce soit dans l'ordre de l'éthique. Donc l'éthique étant vraiment ce qui nous concerne dans la vie ordinaire, dans la vie pratique de tous à tout instant. Et je pense que la fameuse petite éthique qui correspond à 3 chapitres de Soi-même comme un autre, donc c'est 1990. Les chapitres en fait s'appellent des études, comme des études de Chopin. Donc on prend une difficulté et on la creuse. Et en fait ce qui est intéressant, parce que ça fait partie de la pensée qui va avec, c'est que les 10 études ne sont pas jointives en quelque sorte. Donc c'est un livre qui ne fait pas exactement système et qui se garde bien de faire système. Parce que le système donne le systématisme. Donc, dans la partie que Ricoeur surnomme la petite éthique, avec humour et modestie, donc 7e, 8e, 9e étude, il est question de ce qu'il propose, à savoir la sagesse pratique.
Et la sagesse pratique, c'est une façon de sortir du dogmatisme. Le dogmatisme étant la certitude d'avoir raison et éventuellement la tentation de l'imposer au reste du monde, de force. Et donc on peut presque faire une présentation sous forme d'un récit. C'est que dans un premier temps, il y a ce qu'il appelle l'éthique, le désir de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Mais dit-il, ce désir même, on en a chacun des conceptions différentes. Donc au bout, immédiatement, on bute sur le conflit. Et donc pour faire face à ce conflit, on va inventer la morale qui va interdire « tu ne tueras point ». Mais dit-il, on n'est pas sorti d'affaire pour autant, puisque à nouveau, on va trouver le conflit du tragique, à savoir que chacun va se réclamer de principes moraux différents, et que de nouveau, ça donne le tragique grec, ce qu'il illustre par Antigone et Créon. Antigone qui veut que son frère trouve une sépulture, alors que pour Créon le roi, le frère en question est un traître, et donc il est hors de question que ce soit le cas. Et on voit bien que chacun serait prêt à tuer ou à périr soi-même au nom de cette grandeur morale dont il se réclame. Et donc, de nouveau, il y a une impasse, une aporie, et donc ce que Ricoeur propose, c'est en suivant les recommandations du cœur antique, qui appelle à la modération, à la modestie, à la pacification, donc c'est de redescendre sur le plancher des vaches, je dirais, de sortir de notre folie des grandeurs, et dire, mais soyons modestes, qu'est-ce qu'on veut fondamentalement ? Posons les armes et essayons de revenir à l'intention de départ, celle au nom de quoi on a inventé des règles morales. C'était quoi l'intention? C'était de vivre bien. Et de trouver un compromis, c'est-à-dire en lisant en superposition les deux couches, le désir initial de l'éthique et puis la forme morale qu'on lui a attribuée. Et donc ça revient, dans tous les cas, à essayer de trouver le sens de la règle morale, et en fait de chercher à en retrouver l'esprit, au lieu d'en appliquer brutalement la lettre. Et donc là, il y a aussi évidemment des accointances avec une certaine forme de comprendre la Bible en particulier. L'esprit et non pas la lettre. Voilà. Moi, j'ajouterais quand même que, effectivement, vous avez cité Mandela, Tutu, c'est de l'ordre de grandes figures, peut-être exceptionnelles, mais ces figures-là ont à nous dire. Si on fait un cycle de paroles de prophètes, on pourrait d'ailleurs consacrer à Mandela, à Tutu, y compris les désillusions de Desmond Tutu aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, la valeur du témoignage de ces hommes, et qui nous invite aussi à réfléchir, chacun d'entre nous, sur notre propre humanité. Parce que bien des gens se sont dit, moi je n'arriverai jamais à pardonner. Je ne peux pas, c'est trop haut pour moi. Et pourtant, bon, dans certains cas, un chemin d'humanité se met quand même en place, d'humanisation, y compris de la victime, qui ne reste plus dans le traumatisme, mais qui est peut-être capable de prendre mieux en charge les souffrances qui lui ont été infligées. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre de phares, de lumières, d'index, de repères sur ces questions-là aussi. Je vous citais tout à l'heure Christian de Chergé. Vous connaissez la fin du testament, Christian de Chergé. À toi, l'ami qui aussi n'a pas su... Bon, ça veut dire que face au préjudice qui va lui être infligé, il se sent solidaire, y compris dans celui qui allait être son bourreau, du mal ambiant. Alors c'est pas une position qu'on pourrait qualifier d'une position d'otage, de culpabilisation, etc., etc. C'est aussi la prise de conscience réelle de notre participation involontaire, dans certains cas, à un ordre injuste. Et trop facile, dans certains cas, de vouloir s'extraire et dire moi j'ai les mains pures, etc. Non, non, non. Nous vivons parfois dans des structures qui produisent de l'injustice, qui produisent de l'exclusion. Et prendre ça en charge, bon voilà, dans le cas extrême du pardon, c'est peut-être effectivement aller beaucoup plus dans le sens de ce que vous qualifiez de préventif. Et effectivement, je pense qu'avant d'arriver au pardon,
la meilleure des choses, on l'a dit, c'est de tout faire pour l'éviter d'en arriver là. Ça, vous avez tout à fait raison. Donc Ricoeur a été un militant de l'action citoyenne, du parler vrai, de l'associatif à un très très haut point. On pourrait donner moult exemples des causes qu'il a soutenues, en sachant toujours que, tu le diras cet après-midi, mais que le politique c'est aussi de l'ordre de l'instable, du fragile, de l'équivoque, du paradoxe, voilà les termes aussi que Ricoeur aura employés dans certains cas. Mais en tout cas pas déserté vis-à-vis du politique. Merci. Oui, en ce moment, il y a Spinoza qui est très à la mode. Il y a plusieurs bouquins qui sortent. Et lui, il a fait une grande éthique. Et je voulais savoir ce que Ricoeur pouvait penser de Spinoza, et en particulier disant que le mal n'existe pas. Alors je pense que le plus important pour Ricoeur, enfin c'est très difficile de parler à sa place, mais il me semble que Spinoza est spécialement cher à son cœur dans une couche qu'on peut dire la couche de l'ontologie. Parce que chez Ricoeur c'est extrêmement architecturé. On peut dire, il y aurait la métaphysique, il y aurait le politique, il y aurait l'éthique, il y aurait l'anthropologie. Et puis, première couche, ce serait ontologie, c'est-à-dire, c'est penser l'être en tant qu'être. Et là, il se réfère, dans un premier temps, il se réfère à Aristote, et puis, dans un deuxième temps, et sans discontinuer, à Spinoza, à travers la notion de conatus, c'est-à-dire l'effort pour persévérer dans l'être. Donc ça veut dire tout être vivant, y compris un brin d'herbe, une vache, un humain, etc., aspire, dès lors qu'il est vivant, à vivre. Et on a vraiment à voir avec, je pense, quelque chose qui est très propre, personnel à Ricoeur lui-même. Je fais le lien avec l'évocation tout à l'heure des 5 ans pendant lesquels Ricoeur était prisonnier de guerre. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était une chambre une chambrée avec des intellectuels. Ils ont inventé une université. Donc on voit, et donc c'était comme les hommes libres de Fahrenheit 451 du film de Truffaut, qui chacun a appris par cœur un livre et peut le raconter. Et donc eux, ils n'étaient pas venus évidemment avec leur bibliothèque d'universitaires, ils étaient venus comme ils étaient. Et bien donc ils ont inventé une université comme ça. Et l'autre, je trouve, illustration de cette énergie de vivre qu'on trouve chez Ricoeur et à laquelle il appelle, c'est que dans les 5 ans, il avait, par quel miracle, je ne sais pas, pu se procurer en allemand le livre de Husserl, qui était totalement inconnu en France jusqu'alors. Idéon, le premier. Et en fait, comme il n'avait pas de papier, il s'est procuré un crayon et en fait, il a passé son temps à écrire dans les marges du livre la traduction en français qu'il a fait publier en sortant. Et pour lui, c'était son acte de résistance pour dire, évidemment, Husserl était un auteur banni par le nazisme, et il faisait sa résistance à lui comme ça, quoi, à travers la frontière. Et donc je pense que c'est aussi ces petits actes qui illustrent cette espèce de, je ne sais pas si on pourrait dire rage de vivre, mais en tout cas, il insiste très souvent sur l'idée que vivre est une tâche. Et donc c'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit, mais qu'il faut s'en occuper. Et donc à partir de là, il faut avoir l'énergie qui le permette. Et donc ça, je pense qu'il le trouve chez Spinoza. Ouais. Oui, je consonne assez bien à ça. Aujourd'hui, une question qui est assez travaillée chez les philosophes, c'est les modalités de la résistance. Voilà. D'une résistance face au mal, face aux différentes formes d'enfermement, d'oppression et autres. Et la première des tâches, c'est de continuer à vouloir penser. Continuer à vouloir penser les questions. C'est bien pour ça qu'on est là, je pense, qu'à le dire. Ne pas nous laisser dans les mainstream, dans les trucs qu'on dit, etc. etc. Donc sortir des ornières dans lesquelles, oui, certains aujourd'hui sont quand même assez prisonniers, quoi. Et toute cette génération-là a su recréer à partir de l'essentiel. Je pense à Guiton. Guiton, c'est exactement la même expérience. Expérience où la constitution de son corpus, des méthodes sur les formes d'apprentissage et autres, Guiton l'a fait dans les camps. Donc voilà. J'ai cité Lavelle,
les grandes intuitions, les fulgurances de Lavelle, c'est aussi sur le front. On a cité tout à l'heure un philosophe juif, Rosenzweig. Bon, toutes ces générations-là ont été confrontées à l'extrême et donc ont été aussi dans des formes de danger absolu, et que la vie soit plus forte que les périls qui nous assaillent, c'est une conviction qui nous aide à lutter aussi contre toutes les formes de nihilisme ambiant. Est-ce que certains d'entre vous ont rencontré Ricoeur? Non? Vous l'avez jamais vu en conférence? Si, si, moi je l'ai rencontré. Bon. À Saint-Brieuc, justement, il était venu faire une conférence sur la mémoire à l'oublier. Oui. Je me souviens plus, peu de temps avant sa mort, je pense. Bah, le livre date de 2003, 2000, quelque chose donc comme ça. voilà, ouais, c'est Ouais. C'était en 98 la conférence à Saint-Brieuc. Ah d'accord. 98. Donc c'était avant, il préparait son livre en ce cas. Ouais. Donc j'avais une... Enfin, je me permets, je ne voudrais pas intervenir. D'abord vous remercier pour votre présentation. Et puis je voulais vous poser une question. Vous avez dit que le triangle dialogique, enfin Philosophie, théologie, sciences humaines. voilà, devrait être complété par un quatrième pilier. Et moi je m'attendais à ce que vous parliez de la science, l'épistémologie et non pas de l'esthétique. Je me demande ce que Ricoeur penserait aujourd'hui des défis qui nous sont posés par l'évolution des technologies, la convergence des NBIC, etc. Et cette possibilité, non plus de devenir maître et possesseur de la nature, mais carrément non pas de transformer, de devenir maître de la nature, mais de transformer carrément l'être humain. Alors, c'est une vaste question. Il y a un premier point, c'est la question de l'esthétique. À mon avis, l'enjeu est tout à fait présent, mais ça se manifeste à travers la pensée du langage. Et en fait, le livre qui s'appelle La métaphore vive a vraiment à voir avec une figure qui est une figure poétique, c'est-à-dire on pourrait dire l'histoire n'est pas terminée. La preuve, c'est qu'on peut inventer des choses neuves, des mots nouveaux apparaissent tous les jours, à telle enseigne qu'il faut mettre à jour chaque année le dictionnaire. Donc il y a une production de nouveautés. Et donc c'est une attention que Ricoeur porte à cette dimension que l'histoire n'est pas finie et que justement on peut inventer la suite. Le monde reste à compléter et éventuellement à parfaire. Bon. Et ça c'est un premier élément. Et d'ailleurs on sait, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, que dans son propre bureau il y avait un tableau de Rembrandt qui représentait pour lui le rôle de la philosophie. Avec donc ça représente à la fois en fait trois personnages, le philosophe, le politique et le poète. Et donc lui, il dit, le rôle du philosophe, c'est de chuchoter à l'oreille du politique et en écoutant ce que dit le poète. Et son espoir le plus profond, ce serait qu'il y aura toujours des poètes pour suggérer des nouveautés et sur la beauté du monde. Bon. Et que donc le philosophe ne sera que le modeste intermédiaire entre les deux pour que la cité puisse le prendre en compte et l'accueillir et l'incarner dans des institutions. Alors ça c'est par rapport à l'esthétique, et il y a aussi d'autres figures que Ricoeur va, comme temps et récit, il va chercher des figures chez Aristote, dans la rhétorique d'Aristote. Donc pas du tout chez le politique, mais sur des figures d'invention avec le langage. Bon. Donc je pense que c'est pas absent. Bien sûr, il aurait pu développer s'il avait été vivant un peu plus longtemps. Mais donc il y a ça. Et par rapport à la science, il me semble que l'élément le plus précis qu'on puisse avoir sur le sujet, c'est un dialogue qui a été difficile, que Ricoeur a eu avec Jean-Pierre Changeux. En 1998, il y a un entretien aux éditions Odile Jacob qui s'appelle « Ce qui nous fait penser ». Et même après coup, Ricoeur disait qu'il pensait qu'il s'était fait un peu avoir. Et il s'était fait un peu avoir parce qu'il avait eu affaire à peut-être que je force le trait, mais c'était un peu un ayatollah, quoi. C'est-à-dire qu'il était un grand dogmatique de la science, du positivisme, et Ricoeur s'est trouvé coincé.
et en particulier le point précis que Ricoeur veut faire entendre à Changeux, mais y est-il parvenu? La question reste entière. C'est que la pensée, ça n'est pas des neurones. Les neurones ne pensent pas. C'est le sujet qui pense. Et donc, quoi qu'il advienne, on pourra parler de neurones et de physiologie et de robotique et de mécanismes automatiques ou déterminés. Ça ne dira rien de l'humain. Et que donc il y a un souci jaloux chez Ricoeur de marquer la différence entre ce qu'on peut expliquer, et ça renoue vraiment avec une problématique très ancienne chez lui et très importante, c'est la différence entre expliquer et comprendre. Expliquer, c'est comme la science le fait, alors que comprendre, c'est comprendre en sympathie. Comme je peux comprendre Don Quichotte en lisant l'histoire. Je ne l'ai jamais connu, mais il y a un courant qui passe et je peux m'identifier à ce personnage, je peux le comprendre, même si d'ailleurs je ne ferai pas du tout comme lui peut-être. Bon. Mais donc du coup là, on est dans une co-appartenance à être humain ensemble, qui n'est pas la question de la science, au contraire, parce que la science, elle prend ses distances, elle prend le recul, elle regarde froidement les choses. Et donc pour lui, c'est très important de tenir, il n'y a rien contre la science, mais jamais la science toute seule. Donc ce serait, et donc la formule qui est la sienne, c'est il faut expliquer plus, et non pas moins, pour comprendre mieux. Donc la science ne pourra jamais se substituer à ce qui n'est pas la science. Oui. Ce que j'ajouterais simplement, c'est qu'effectivement, ce dialogue des années 80, je sais pas combien, avec Changeux 98, c'est ça. Oui, c'est ça, la nature et la règle. Bon, moi j'ai à peu près le même sentiment que Ricoeur s'est fait un peu embobiner par la grande furie de l'époque qui était, ça fait déjà 20 ans, hein, l'homme neuronal. Aujourd'hui, bon, on ne dirait plus, même si certains le maintiennent encore, selon la disposition de votre cerveau, mais selon votre comportement. Par certains aspects, le cognitivisme a pris le relais de ce genre de recherche. Pour le résumer d'un trait, je dirais que toute la philosophie de Ricoeur est une protestation contre les formes de réductionnisme scientiste marqué par un néo-positivisme qui ne veut pas dire son nom. Il n'a pas été un philosophe des sciences au sens de Ladrière, il n'a pas été un philosophe de la technique au sens de Jacques Ellul, mais toutes les catégories qu'il met en œuvre, tout son effort pour continuer une pensée de la personne, croire en l'avenir aussi du sujet, et protestation. C'est vraiment une protestation contre ce monde technico-scientifique qui s'auto-érige dans ses propres normes, sa propre normativité. Donc il est vraiment aussi lévinisation de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'altérité pour comprendre. Et au fur et à mesure aussi où les choses progressent, on a l'impression d'être dans un accélérateur. C'est la philosophie de l'accélération aujourd'hui. Et dans un tube où le réel se crée par lui-même, ce qu'on appelle l'autogénérativité, il est nécessaire de prendre de la distance, d'essayer d'établir des garde-fous, de voir ce qui est posé ou pas. Ça rejoint un peu, pour faire court et bref, l'ancien adage, science sans conscience, vous connaissez ça, et que ruine de l'âme. Voilà. Mais je pense qu'il a pris en charge déjà cette accélération technique, technologique, mais qu'elle est décuplée depuis quelques années. Il nous pose des problèmes assez graves. Oui. Merci. Moi, je trouve que traiter Jean-Pierre Changeux d'ayatollah, ça me gêne un peu, parce qu'en fait, dans cette discussion que j'ai trouvée extrêmement intéressante, je suis scientifique moi-même, eh bien, j'ai trouvé qu'ils avaient chacun une partition très intéressante. Jean-Pierre Changeux, ce qu'il prétendait, comme il le dit quelque part, c'est du matérialisme méthodologique, c'est-à-dire qu'il n'admet pas au départ d'idées imposées, et il essaie d'expliquer comment fonctionne la pensée. Alors je pense que c'est une conclusion intéressante sur ce plan-là. Bien, mais je n'irai pas plus
loin dans ce sens-là, mais justement, dans leur discussion, il y a un point très intéressant qu'ils ont discuté et où j'aimerais bien avoir vos avis. Eh bien, c'est en ce qui concerne les relations entre les religions et la guerre. Parce que finalement, toutes les religions prétendent faire des choses, à travailler pour le bien de l'humanité. Et finalement, souvent, ça se traduit par la guerre. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Comment on peut expliquer ça? Alors par rapport à ça, il y a un texte de Ricoeur qui a été republié en 1969 dans le conflit des interprétations, sous un titre nouveau qui s'appelle « La liberté selon l'espérance ». Et à la fin, il insiste avec beaucoup d'énergie sur, alors ce qu'il appelle qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, nous aspirons intuitivement, spontanément, les uns et les autres, tous autant que nous sommes, à trouver une vision de synthèse, à une vision de récapitulation. Nous avons une prétention à totaliser pour avoir une vision globale, on pourrait dire. Bon, c'est a priori une intention légitime, mais à ce moment-là, Ricoeur met en garde contre cette prétention, qui est en réalité une prétention folle. Puisque l'histoire n'est pas terminée, il est vain et dangereux de prétendre qu'on en a déjà la clé. Et c'est ce qu'il reproche à Hegel, auquel il invite furieusement à renoncer, alors même qu'il a été extrêmement en dette et qu'il le reconnaît comme tel à l'égard de Hegel, qui considère comme un des plus grands philosophes. Bon. Mais sur la question de la synthèse, je dirais après la Shoah, ça n'est plus possible. Parce qu'on voit bien ce que la prétention de totaliser aboutit au totalitarisme. Bon. Et donc, il appelle ça une pathologie de l'espérance. Et il dit qu'il y a 3 lieux qui sont spécialement exposés à cette pathologie. C'est le politique, le religieux et l'université. Et donc, il dit, voilà, mesdames et messieurs, attention, parce que là, presque constitutivement, professionnellement, votre mission vous met face à ce danger, qui va être de trouver ce qu'il appelle les synthèses prématurées. Parce que si elle ne peut être que prématurée, et donc il en appelle non pas à un nihilisme ou à tout se vaut dans le... Non, il en appelle à une notion modeste de ce qui est relatif. Donc de rester, où on pourrait dire, ce qu'il appelle parfois un sens de l'ouvert. Et donc, comme c'était un des derniers mots de Jean-François tout à l'heure, non pas raisonner, s'exprimer en termes de nécessité, mais en termes de possible. Donc que ça reste ouvert, l'histoire n'est pas terminée, mais elle est à faire, et personne n'en est propriétaire, encore moins par anticipation. D'où, notamment les religions, mais pas elles seules, donc les politiques, et y compris ce qui relève du champ du savoir, et donc les scientifiques, en quelque partie aussi, sont exposés à ce qu'il appelle le mal du mal. Donc c'est vraiment le summum pour lui. Il appelle ça une fraude dans l'œuvre de récapitulation. Pour lui, c'est une imposture. Donc déjà, d'un point de vue épistémologique, il y a mal donne, quoi. Et après, politiquement, éthiquement, évidemment que c'est le carnage qui s'ensuit, quoi. Voilà. Alors, deux choses à dire, une courte et une plus longue. À la courte, effectivement, il faut faire crédit que Jean-Pierre Changeux est un honnête homme. Simplement, l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Ensuite, il faut distinguer entre le Changeux scientifique et le Changeux en responsabilité au Comité national d'éthique, où là, il y a eu un peu mal donne au plan politique, parce que les équilibres un peu ordinaires au Comité d'éthique ont été un peu mis à mal par des nominations malencontreuses. Bon, ça, on peut s'expliquer plus si vous le souhaitez, mais ce n'est pas la pointe. La pointe, c'est effectivement la question que vous posez, et c'est bien de le rappeler que je ne me souvenais plus du tout de ça, qu'il y avait une question sur les religions à la guerre dans leur dialogue tous les deux. Bon, bah là, vraiment, le thème religion et la guerre, si on est un bon ricoeurien, on a toute l'amplitude pour traiter valablement. Toutes les religions, toutes, sécrètent leur fondamentalisme et leur littéralisme
et leur dogmatisme. Toutes les religions, à commencer par le bouddhisme, dont on découvre la face sombre ces derniers temps avec le Rohingya, etc. Bon, donc les gens qui présentent un bouddhisme, voilà, c'est la paix, etc., ils se trompent lourdement sur l'histoire du bouddhisme. Bon, l'islam, on le sait, mais je vais y venir, et le christianisme aussi. Vraiment, du Ricoeur appliqué en parcourant les textes fondateurs nous invite à faire une herméneutique des textes fondateurs des différentes traditions religieuses qui sécrètent les meilleurs et le pire. Prenez la Bible, vous avez autant d'appels à la guerre et une image sommaire, surtout de l'Ancien Testament, vous vous ramenez l'image d'un dieu guerrier, etc., belliciste, mais un minimum d'herméneutique. Pourquoi est-ce que Israël veut absolument cela, Quelle image se forme même dans la conscience d'Israël de ce Dieu vainqueur et Sabaoth? Voilà une question d'herméneutique. Pourquoi est-ce qu'on a associé forcément, par rapport au Dieu des Égyptiens, la victoire? Et la victoire du côté du plus faible, face aux Assyriens, face aux Mésopotamiens, face aux Égyptiens. Bon. Comment est-ce qu'une herméneutique nous permet aussi de valoriser des figures de paix? La Bible est parsemée de figures de paix. De vos armes, ils feront des socs de charrues. Donc, soyons capables aussi de mettre en évidence une interprétation un peu conséquente de nos textes fondateurs pour ne pas leur tordre le cou et pas en rester à des préjugés. Et ce travail-là est à faire dans toutes les religions. Bon, ben on sait bien qu'il y a un blocage par rapport à une herméneutique historico-critique dans l'islam et que certains aujourd'hui n'y sont pas prêts, qu'un certain nombre de choses se sont bloquées aussi au IIIe siècle, XIIIe siècle, que les écoles d'interprétation pluralistes se sont réduites et qu'aujourd'hui, un certain nombre, salafistes et autres, font une lecture tronquée des textes sacrés de l'islam. Mais ne réduisons pas aussi l'islam à des scènes de guerre et de fanatisme. Essayons de comprendre, et dans la période de la Mecque et dans la période de Médine, pourquoi est-ce que Mohammed est dans cette furie-là, de gens qui l'ont aussi fortement contesté, et après dans une conquête victorieuse de tribus, dans ce régime de désert, qui est un régime aussi un peu de prédation structurelle. Vous voyez, donc là, il faut vraiment rentrer dans la capacité d'analyse de ces textes pour sortir du cliché. Quel cliché grand public, désolé, les religions sécrètent leur fanatisme et ça dégénère forcément, sous-entendu, le ver est dans le fruit. Mais non, puisque au nom même de la lutte contre toutes ces formes, à commencer par le Christ lui-même, a été capable de déjouer cette violence-là. Et, je dis souvent, en suivant en cela René Girard, mettre un point définitif au cycle de la violence et de la vendetta et du bouc émissaire en montrant l'origine. Eh ben, oui. 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 Bien sûr. Bien sûr. Ben, comme dirait l'autre, c'est pour ça qu'on est là. Si je valorise beaucoup l'esprit de Tibrine en ce moment et autres, si je vous ai parlé de Christian de Chergé, c'est pas par hasard. C'est aussi parce que nous avons besoin, et globalement en France, ne nous laissons pas prendre par les médias, ou certains médias. Les choses sont plutôt apaisées. On a surmonté ensemble une capacité en France de résilience forte, plusieurs crises majeures. La dernière d'entre elles, c'est l'assassinat du père Hamel. Mais il y a eu 2 guerres du Golfe, il y a eu des tensions très très fortes en 2015 dans les banlieues, il y a eu un certain nombre de choses très très dures à vivre. Et globalement,
l'esprit conciliaire moyen, Vatican II, qu'on essaie de vivre le plus possible ensemble, continue à produire de bons effets. Et de résorption aussi de tensions qui, sinon, pourraient être assez facilement, dans certains cas, instrumentalisées et monter les uns contre les autres. Je pourrais vous faire un panorama, pas le temps, mais des initiatives dans ce domaine-là, dans un certain nombre de lieux en France, laïcs, chrétiens ou pas chrétiens du tout, les choses continuent à avancer. Mais ces équilibres-là, soyons lucides, sont fragiles. Ne soyons pas naïfs non plus. Certains cherchent aujourd'hui à bouleverser, à casser un peu ce moulin de coexistence. Et moi je travaille beaucoup aussi sur l'interculturel, donc plutôt dans certains cas que vouloir être... Ici on travaille beaucoup l'interreligieux, vous avez un colloque important tous les mois de janvier. Essayons aussi là où nous sommes d'être un peu les promoteurs de cet art de vivre ensemble, donc que Ricoeur appelait aussi de ses voeux. Donc le dialogue, c'est le dialogue de vie. C'est dire bonjour à quelqu'un, quelle que soit son origine, musulman ou pas, chrétien ou pas. C'est le dialogue des œuvres. C'est apprendre à faire des choses ensemble, à partager des choses simples ensemble. Puis des actions de solidarité aussi, si on a envie de construire un puits au Sahel, faisons-le ensemble, quelle que soit notre origine. C'est le dialogue aussi spirituel. Ici, dans une maison comme Saint-Jacques, on est bien placé pour dire le dialogue spirituel est nécessaire, spirituel au sens large, avec les gens qui sont adeptes du yoga, etc., qui portent aussi des valeurs spirituelles, bien entendu. Et puis c'est le dialogue théologique, ça, à un certain moment donné, il faut bien y passer aussi, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas pour autant que nous n'ayons pas à vivre ensemble et essayer de chercher la fraternité, le meilleur de nous-mêmes ensemble. Christian Schergé, je reviens encore à lui, c'est l'échelle mystique, c'est-à-dire sur la prière, sur l'aumône, sur la solidarité, sur la fraternité. Regardons chacun dans nos traditions ce qui nous rapproche et permet de créer des ponts, des liens. Et si on fait ça valablement, mais on voit que tout ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que tout ce qui nous divise. Mais c'est aujourd'hui sur un terreau de fragilité, de manipulation des médias, les fake news ont beaucoup développé ces dernières années, qu'il faut travailler. Président Trump, je ne sais pas s'il a raison et tort, mais enfin, mon point de vue, bon. J'hésite à dire le fond rapide de ma pensée, mais il ne nous facilite pas les affaires. Prenez un certain nombre de choses qui sont difficiles et qui, là je pense être vraiment ricoeur en disant ça, blessent le sentiment de la justice. Bon, qu'on ait une politique plus nationaliste, plus protectionniste, plus centrée sur son pays, à la limite pourquoi pas, mais pas aux dépens du reste du monde. Les États-Unis ont comme capacité, avec le dollar, de pouvoir faire payer par d'autres leurs propres factures. Ils mettent en demeure un certain nombre de banques, y compris des banques françaises, BNP Paribas. Vous avez craché 10 milliards parce qu'on suspecte que vous ayez éventuellement pensé à frauder sur des législations. Et pendant ce temps-là, un certain nombre de banques américaines, Goldman Sachs pour ne pas le nommer, va faire un audit en truquant les comptes de la Grèce, et après c'est tous les Européens, c'est-à-dire vous tous qui devez payer la facture. Il y a une unilatéralité qui est insupportable au niveau de la justice. Et bon, on en parlera cet après-midi avec Ricoeur Politique, mais comment passer à une multipolarité en évitant que les dominiums, que ce soit lui ou d'autres, ou Poutine, ou etc., prennent la main sur tout. C'est ça que l'on souhaite dans un monde plus juste et plus pacifique.